Je me suis intéressé au linceul au milieu des années 70 parce que je dirigeais un studio photographique, un studio commercial, mais surtout beaucoup de choses scientifiques, techniques et médicales. Nouvelle découverte concernant le suaire de Turin. Des experts affirment avoir trouvé de nouvelles preuves indiquant que le suaire est vieux de 2,0 ans, ce qui coïncide avec la vie et la crucifixion de Jésus-Christ. En 1978, Barry Schwartz arriva à Turin sceptique. Il en repartit avec un secret qui le hanterait pendant 46 ans. Photographe juif. Sans foi ni loi dans les reliques chrétiennes, sans arrière-pensée, il n'avait qu'un appareil photo et un travail documenter la science. Mais ce qu'il a trouvé sur cette toile de lin de 4 mètres, les images, le sang, la chimie, refusait de se conformer aux règles de la science. Et maintenant, en 2024, les résultats ADN sont arrivés. Ce que le laboratoire a découvert à l'intérieur de ces fibres anciennes ne remet pas seulement en cause les théories de la falsification, mais aussi ce que nous savons de l'existence humaine elle-même. Il ne s'agit pas d'un débat religieux. Il s'agit de preuves irréfutables, mesurables et, selon Schwartz, lui-même impossibles à prouver. Le suaire de Turin. Est-ce le véritable linceul de Jésus de Nazareth? Poursuivez votre lecture, car la suite changera à jamais votre vision de cette histoire. La preuve impossible. La plupart des contrefaçons se démasquent sous l'effet d'un examen approfondi. Un examen plus attentif révèle les coups de pinceau. Une analyse chimique identifie le pigment. Une analyse des fibres met en évidence la teinture. Plus on examine une contrefaçon, plus elle devient flagrante, car les contrefaçons sont conçues pour être crédibles de loin et non pour être démasquées de près. Le suaire de Turin est étudié de près depuis plus d'un siècle. Et plus les scientifiques l'examinent, plus il devient étrange. Le tissu mesure 4 mètres de long et 1 mètre de large. Il porte une image sépia légèrement estompée, représentant le corps d'un homme de face et de dos, comme si le linceul avait été drapé dans le sens de la longueur sur un cadavre, la tête au centre. L'image montre ce qui semble être les marques d'une violente décapitation, des blessures de crucifixion aux poignets et aux pieds, ainsi qu'une plaie au flanc compatible avec un coup de lance. L'hypothèse la plus plausible est qu'elle a été peinte. Un artiste médiéval talentueux, un faussaire motivé, quelqu'un ayant le talent et le temps nécessaires pour réaliser une relique religieuse convaincante. Cette hypothèse ne résiste pas à l'examen des preuves concrètes. Lorsque les chercheurs ont examiné le suaire au microscope, ils n'ont trouvé ni coupe de pinceau, ni couche de pigment, ni variation d'épaisseur compatible avec une technique de peinture ou de teinture. La peinture pénètre dans le tissu par capillarité. La teinture pénètre, la tache pénètre. L'image du linceul, elle n'a pas pénétré. La décoloration affectant l'image était limitée aux 200 à 600 nanomètres les plus externes de la surface des fibres individuelles. À titre de comparaison, un cheveu humain mesure environ 70,0 nanomètres de large. L'image affectait une couche de fibres plus fine que 1% de l'épaisseur d'un cheveu. L'intérieur de chaque fil restait intact. L'envers du tissu ne présentait aucune décoloration. Aucune technique artistique connue d'aucune époque médiévale, antique ou moderne ne permet de produire une image aussi superficielle. Sous lumière ultraviolette, l'anomalie s'est accentuée. Le vieux lin présente une fluorescence sous UV. Cette faible lueur est due à la décomposition progressive de composés organiques. Le linceul, quant à lui, s'est comporté comme prévu. En revanche, les zones représentées, notamment celles montrant le corps, n'ont pas présenté de fluorescence. Elles paraissaient plus sombres sous les UV, comme si la chimie de ces fibres particulières avait été fondamentalement altérée au niveau moléculaire, non pas par une coloration extérieure, mais par une modification interne. Le motif était précis, contrôlé et limité aux zones anatomiquement correctes de l'image corporelle. Le Saint-Suaire de Turin, accompagné d'explications détaillées dévoilant son histoire, son origine et ses mystères. Puis vint la découverte du négatif photographique, sans doute la plus déconcertante de toutes. Lorsque les photographes développèrent les négatifs du suaire, l'image du corps se révéla en un positif tridimensionnel d'une netteté saisissante, un visage humain détaillé, avec une profondeur et des ombres réalistes. Cela signifie que l'image du suaire elle-même est déjà un négatif dont les zones claires et sombres sont inversées. Exactement comme sur un négatif photographique. La photographie fut inventée dans les années 1820.
D'après les résultats de datation au carbone 14 obtenus ultérieurement, le suaire aurait été confectionné entre 1260 et 1390 après Jésus-Christ, soit des siècles avant de l'invention de la photographie. Comment un individu de l'Europe médiévale aurait-il pu produire une image encodée sous forme de négatif photographique à l'aide d'une technologie qui ne verrait le jour que 500 ans plus tard? L'analyse tridimensionnelle a rendu la question plus difficile à trancher. En 1976, des chercheurs de la NASA ont utilisé un analyseur d'images VP8, un appareil conçu pour extraire des données topographiques à partir d'images satellites sur des photographies du suaire. L'image s'est ainsi transformée en une représentation tridimensionnelle géométriquement cohérente d'un corps humain. La luminosité de l'image était directement corrélée à la distance physique entre la surface du tissu et le corps sous-jacent. Les zones les plus proches du tissu, comme le bout du nez et le haut des pommettes, apparaissaient plus sombres. Les zones plus éloignées du tissu, comme les côtés du visage et les espaces entre les doigts, apparaissaient plus clairs. C'est ce qu'on appelle la cartographie de distance des données spatiales tridimensionnelles encodées sur une surface bidimensionnelle. Les tableaux ne peuvent pas faire cela. Si l'on soumet une photographie d'un tableau à la même analyse, VP8, on obtient un bruit incohérent et déformé, car les peintres encodent la lumière et l'ombre perçue, et non la distance géométrique réelle par rapport à une surface physique. L'image du suaire semble réagir à la proximité physique mesurant la distance plutôt que de refléter la lumière. Après 5 jours d'examen en 1978, l'équipe de plus de 30 scientifiques réunis a publié sa conclusion officielle. L'image représente un homme flagellé et crucifié, et non l'œuvre d'un artiste. Ils ne pouvaient pas dire ce que c'était. Ils pouvaient seulement dire ce que ce n'était pas. Des décennies plus tard, malgré des technologies bien plus avancées qu'en 1978, aucun chercheur n'est parvenu à reproduire fidèlement toutes les caractéristiques de l'image du suaire, quelle que soit la méthode employée médiévale ou moderne. Une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. En 1988, le Vatican a autorisé la datation au carbone 14 du suaire. Cela était censé tout régler. Des échantillons ont été prélevés dans un coin du tissu et distribués à 3 laboratoires indépendants, l'Université d'Oxford, l'Université d'Arizona et l'École polytechnique fédérale de Zurich. Chaque laboratoire a travaillé indépendamment et leurs résultats n'ont été comparés qu'après la remise de leurs conclusions. Les 3 datations du linceul le situaient entre 1260 et 1390 après Jésus-Christ au Moyen Âge. En 1988, le test au carbone 14 a conclu que le suaire de Turin, ce morceau de tissu largement considéré comme ayant essuyé le corps de Jésus après sa mort, était un faux fabriqué vers 1260. Des siècles après la vie du Christ, l'annonce a été accueillie comme une véritable surprise. Un verdict. Les gros titres du monde entier annoncèrent que l'affaire était close. Le suaire était un faux. La science avait parlé. Mais les scientifiques qui avaient passé 5 jours à examiner chaque centimètre carré de ce tissu en 1978 n'étaient pas convaincus. Plus on examinait de près la méthodologie de 1988+, un problème précis et grave apparaissait. L'échantillon provenait d'un coin un seul et non du centre du tissu, ni d'une partie intérieure intacte, ni d'un endroit choisi pour sa propreté ou son éloignement des manipulations séculaires. Le coin prélevé était celui qui avait été le plus fréquemment touché lors des expositions publiques et des vénérations pendant des siècles. C'était aussi le coin le plus proche du site d'un incendie catastrophique survenu en 1532 qui avait brûlé le tissu et nécessité des réparations d'urgence. Enfin, c'est ce même coin que les experts textiles, après examen, ont identifié comme présentant des traces de retissage possibles, avec des fils plus récents, potentiellement entrelacés, avec des fils plus anciens, créant ainsi une section de tissu pouvant représenter 2 périodes différentes mêlées en un seul échantillon. Le protocole non standard de datation au radiocarbone des textiles anciens préconise le prélèvement de plusieurs échantillons à différents endroits de l'objet, notamment dans les parties intérieures intactes, loin des bords et des réparations. Ce protocole existe précisément parce que la contamination, les réparations et la manipulation peuvent fausser considérablement les résultats, notamment pour les objets datant de plusieurs siècles ou millénaires. L'échantillonnage de 1988 n'a pas respecté ce protocole.
Une analyse statistique indépendante des données brutes de mesure a révélé des anomalies dans la variance entre les relevés effectués sur différentes parties du petit échantillon. Le 14e siècle. Cependant, d'autres scientifiques ont noté que le matériau était trop altéré pour permettre de tirer des conclusions fiables et que le fragment analysé était composé de plusieurs tissus. Si le tissu était d'âge uniforme, la variance devrait être minimale. Les données ont révélé une variance plus importante que prévue pour un échantillon homogène, ce qui correspond soit à une contamination significative, soit à la présence dans l'échantillon de fils d'âge sensiblement différents tissés ensemble. La conclusion des chercheurs ayant examiné ce problème statistique, la datation de 1988, a prouvé que le fragment prélevé remontait à la période médiévale, plus précisément à la fin du 14e siècle. En 1988, l'analyse au carbone 14 a permis de dater le suaire de cette époque. Cela ne prouve pas que le tissu entier date de l'époque médiévale. Ce n'est pas une nuance mineure, c'est là toute la question. Un tissu peut avoir 2 zéros ans avec un coin réparé au 14e siècle. Or, prélever un échantillon uniquement sur la partie réparée et considérer le résultat comme définitif n'est pas scientifique. C'est une erreur d'échantillonnage déguisée en certitude, un ADN qui ne devrait pas exister. En 2015, des chercheurs italiens travaillant sur la conservation du suaire ont prélevé des échantillons de poussière à la surface du tissu et ont tenté d'en extraire de l'ADN. L'analyse initiale a produit des résultats intéressants mais non concluants. Des traces de matériel génétique humain et d'ADN végétal provenant de diverses sources botaniques ont été détectées. Un véritable fil conducteur génétique suggère que le tissu a voyagé à travers l'Europe et le Moyen-Orient à différentes époques. Intriguant, mais pas concluant. À classer. En 2022, une équipe de généticiens est retournée sur les mêmes échantillons avec une technologie de séquençage nettement plus avancée que celle disponible 7 ans auparavant. Ils recherchaient le détail qui avait échappé à la première analyse. Ils l'ont trouvé. Des marqueurs génétiques dissimulés dans les séquences d'ADN humain ne correspondaient à aucun profil de population humaine connu. Des scientifiques ont récemment effectué des tests infrarouges sur ce fragment de tissu. Ils estiment qu'il est vieux de 200-300 ans. Il pourrait donc s'agir d'un authentique fragment. Les séquences identifiées appartenaient sans ambiguïté à l'espèce humaine Homo sapiens. Il ne s'agissait pas d'une contamination par une autre espèce ni d'ADN animal dégradé, mais la combinaison spécifique de marqueurs retrouvés dans ce qui semblait être le profil génétique d'un seul individu ne correspondait à aucun groupe de population des bases de données existantes, ni aux populations européennes, ni aux populations du Moyen-Orient. Il ne s'agit pas de populations anciennes, reconstituées à partir d'échantillons archéologiques, ni d'une combinaison compatible avec les schémas connus de migration et de métissage humain. Le projet Génome humain a fourni aux chercheurs une carte mondiale détaillée de la variation génétique au sein de toutes les principales populations humaines. Chaque population porte des marqueurs spécifiques des variantes qui se sont accumulés au fil du temps au sein de groupes géographiquement séparés et ayant évolué dans un isolement relatif. Lorsque des populations se mélangent, la génétique qui en résulte suit des schémas prévisibles basés sur les routes migratoires documentées, les chevauchements historiques et les chronologies des croisements. Les généticiens peuvent analyser un profil ADN et retracer l'histoire des populations avec une précision considérable. L'ADN du linceul n'a permis de remonter à aucune source identifiable. Un chercheur ayant participé à l'analyse a décrit cette découverte en termes alarmants. Les marqueurs génétiques suggèrent une ascendance issue de populations n'ayant jamais connu de chevauchement géographique. On s'attend à trouver soit des marqueurs européens, soit des marqueurs du Moyen-Orient, soit des combinaisons compatibles avec des migrations et des croisements documentés. L'échantillon du suaire a révélé une combinaison qui, selon les modèles actuels de génétique des populations humaines, ne devrait pas exister chez un seul individu. Une analyse plus approfondie a rendu la chose encore plus étrange. Certaines variantes génétiques identifiées étaient des marqueurs archaïques connus chez les populations humaines anciennes, mais largement absents du patrimoine génétique pendant des milliers d'années avant le 1er siècle de notre ère. Il ne s'agissait pas de séquences néandertaliennes ni de matériel dénisovien. C'était comme si le profil ADN appartenait à une personne dont les ancêtres appartenaient à des populations n'ayant jamais eu de contact documenté entre elles, porteuses de variations génétiques que le temps aurait dû effacer.
Lorsque Barry Schwartz prit connaissance de cette découverte début 2023, il manifesta un scepticisme immédiat. L'analyse de l'ADN ancien est véritablement peu fiable. La dégradation produit des résultats erronés. Des siècles de manipulation humaine créent des niveaux de contamination. Des scientifiques italiens, cependant, remettent aujourd'hui en question cette idée, affirmant que le test de datation n'a pas fonctionné et que le laboratoire a dissimulé des erreurs. Les résultats anormaux obtenus à partir d'échantillons anciens sont fréquents et sont presque toujours dus à des erreurs d'analyse plutôt qu'à de véritables signaux biologiques. Il n'était pas question pour lui d'abandonner cette discipline pour un simple rapport d'analyse ADN. Il a examiné la méthodologie directement et s'est entretenu avec les généticiens concernés. Ils avaient effectué de multiples contrôles indépendants. Ils avaient séquencé des échantillons provenant de différentes zones du tissu afin de séparer la matière biologique d'origine de la contamination de surface introduite par la manipulation. Ils ont comparé les séquences anormales à des bases de données génétiques exhaustives couvrant des milliers d'échantillons de population. Ils avaient reproduit l'analyse principale à plusieurs reprises, obtenant des résultats cohérents. Les marqueurs anormaux n'étaient pas du bruit aléatoire. De plus, ils apparaissaient systématiquement dans de multiples échantillons prélevés spécifiquement dans les zones de l'image et les régions tachées de sang, et non sur la surface générale du tissu où la contamination due à la manipulation se concentrerait. 3 explications ont été sérieusement envisagées. La contamination due à la manipulation du tissu par plusieurs personnes au fil des siècles pourrait théoriquement créer un signal génétique mixte qui semble anormal. Mais la contamination devrait produire un résultat aléatoire, un mélange chaotique de profils non liés. L'analyse a révélé un profil structuré et cohérent et non un bruit aléatoire. La seconde image montre le visage de l'homme derrière le suaire. En comparant les parties supérieures et inférieures, on constate parfaitement que les détails anatomiques, nez, bouche, etc., correspondent à l'image de face. Une population ancienne et isolée présentant une dérive génétique inhabituelle pourrait potentiellement expliquer des combinaisons de marqueurs rares en dehors des modèles de population standards. Cependant, même les populations anciennes et isolées s'inscrivent dans les limites de la variation génétique humaine connue. Ce profil, en revanche, ne les respecte pas. La dégradation de l'échantillon à l'origine d'erreurs de lecture systématique constituait la 3e possibilité. Mais les erreurs de dégradation devraient également engendrer de l'aléatoire. Les erreurs systématiques, qui génèrent systématiquement le même profil anormal structuré lors de multiples réplications indépendantes, ne sont pas une caractéristique de la dégradation. Elles sont une caractéristique d'un signal réel. Chaque explication conventionnelle présentait de sérieuses faiblesses. Ce qui subsistait après un examen honnête des alternatives était une possibilité troublante. Le profil ADN est authentique et représente une personne dont l'ascendance génétique ne correspond pas aux modèles scientifiques actuels de l'histoire des populations humaines. L'homme qui a tout vu avant même que ces analyses existent, avant le débat sur la datation au carbone 14, avant même que les échantillons d'ADN ne soient prélevés, était un photographe juif de 32 ans, originaire de Los Angeles, qui n'avait rien à faire au centre de tout cela. Barry Schwartz est né en 1946 dans une famille où le christianisme et ses symboles n'avaient rien à voir avec la culture. Il a grandi sans hostilité envers cette foi, mais avec une certaine distance. Le Suaire de Turin, s'il avait la moindre importance à ses yeux, était l'histoire d'un autre, la relique d'une autre tradition sans aucun lien avec lui. Ce qui caractérisait Schwartz depuis son plus jeune âge, c'était une obsession de la précision. Pour lui, la photographie n'a jamais été une question d'expression artistique. C'était une discipline technique, comprendre la lumière, l'optique, savoir capturer ce qui se trouvait réellement devant l'objectif plutôt que ce que l'on espérait voir. Il l'a étudié méthodiquement et pratiqué avec rigueur. À la fin de sa vingtaine, il s'était forgé une réputation de photographe scientifique et technique parmi les plus fiables de Los Angeles. Ses clients étaient des hôpitaux, des laboratoires de recherche et des installations industrielles. Des personnes qui avaient besoin de documents qui résisteraient à un examen minutieux et non d'images flatteuses. C'est cette réputation qui a provoqué l'appel téléphonique en 1977. Une équipe de scientifiques américains mettait sur pied une enquête sans précédent
un examen scientifique multidisciplinaire formel du suaire de Turin. Pour la première fois, des chercheurs se verraient accorder un accès illimité pour tester le tissu à l'aide d'équipements modernes. Il leur fallait un photographe capable de documenter chaque test, chaque relevé d'instrument. J'étais le photographe officiel chargé de la documentation pour le projet de recherche sur le suaire de Turin. Chaque emplacement de prélèvement était documenté avec une fiabilité absolue. Quelqu'un dont les images pouvaient être consultées et vérifiées sans hésitation par n'importe qui des décennies plus tard. La première réaction de Schwartz oscilla entre le scepticisme et un léger amusement. Un faux médiéval. Une attraction touristique imprégnée de siècles de ferveur religieuse. Il ne s'attendait pas à trouver quoi que ce soit d'important. Mais le défi professionnel que représentait la documentation d'une importante étude scientifique d'un artefact de renommée mondiale était suffisamment intéressant pour qu'il accepte la mission. Il emporta son matériel et rejoignit ce qui allait devenir le STURP, le projet de recherche sur le suaire de Turin. Ce qui fut rassemblé à Turin en octobre était remarquable à tous égards. Plus de 30 scientifiques des physiciens du Laboratoire national de Los Alamos, l'établissement qui a construit la première bombe atomique, des chimistes d'universités de tous les États-Unis, des spécialistes du textile, des analystes médico-légaux et des experts en traitement d'images. Des personnes de diverses confessions étaient représentées, chrétiens, juifs et agnostiques. Un seul engagement les unissait, suivre les preuves, quelles qu'en soient les conséquences. Le 8 octobre 1978, ils pénétrèrent dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Pendant 5 jours et 5 nuits, du 8 au 13 octobre, ils eurent un accès illimité au tissu. Schwartz photographia chaque instrument, chaque dispositif expérimental, chaque emplacement d'échantillon, chaque résultat, au fur et à mesure de son apparition. Sa mission consistait à constituer un enregistrement visuel permanent de l'ensemble de la documentation de l'enquête suffisamment rigoureux pour résister à l'examen de n'importe quel chercheur, où que ce soit pendant des générations. Il n'était pas là pour confirmer quoi que ce soit. Il n'était pas là pour nier quoi que ce soit. Il était là pour saisir ce qui se trouvait réellement devant lui. Ce qu'il a capturé durant ces 5 jours ne s'est pas limité à Turin. Cela l'a suivi tout au long de sa vie professionnelle. Je me suis intéressé au suaire au milieu des années 70, car je dirigeais un studio de photographie, un studio commercial, mais surtout je travaillais sur des projets scientifiques, techniques et médico-techniques, ainsi que sur de nombreux produits. Au fil des décennies de recherches continues de la création de Shroud.com, de centaines de conférences et de documentaires, et d'échanges avec des croyants et des sceptiques qui souhaitaient tous que les preuves disent quelque chose qu'elles ne disaient pas tout simplement. La vérité fruit de 46 années d'efforts. Début 2024. Barry Schwartz a rompu le silence non pas discrètement ni à contre-cœur, avec une déclaration vidéo qui portait tout le poids de 46 années de recherche rigoureuse et fondée sur des preuves de la part d'un homme qui avait passé toute sa carrière à refuser de conclure ce que les données pouvaient étayer. Il a déclaré: après avoir passé près d'un demi-siècle à examiner ce tissu, à documenter chaque test et à analyser chaque donnée au fur et à mesure de sa disponibilité, il ne pouvait plus soutenir que le suaire s'expliquait facilement comme un faux médiéval. Oh chi! Les propriétés de l'image ne correspondent à aucune technique artistique connue, quelle que soit l'époque. La datation au carbone 14 de 1988 présente des problèmes méthodologiques non résolus. En effet, une datation au carbone 14 a été effectuée en 1988. Celle-ci a permis de dater le suaire d'environ 700 ans, entre 1250 et 1350 après Jésus-Christ, qui n'ont jamais reçu de réponse satisfaisante. Et la nouvelle analyse ADN, les séquences génétiques, qui ne correspondent à aucune population humaine connue, ajoutent une dimension biologiquement étrange à un objet déjà scientifiquement inclassable. Il ne prétendait pas qu'il s'agissait du linceul de Jésus-Christ. Il ne faisait aucune déclaration religieuse. Il affirmait simplement que les preuves physiques, chimiques et génétiques ne correspondent pas aux explications conventionnelles. Ce tissu possède quelque chose d'extraordinaire. Le rejeter comme un faux médiéval évident n'est plus scientifiquement défendable. La réaction fut immédiate et partagée. Les communautés chrétiennes exultèrent. Les médias religieux proclamèrent que la science avait enfin confirmé ce que la foi savait déjà.
Schwartz a réfuté cette interprétation avec autant de fermeté qu'il a réfuté toute tentative de la rejeter d'emblée. Les résultats ne prouvent pas les affirmations religieuses, a-t-il répété à maintes reprises. Anormal n'est pas synonyme de miraculeux. Les données soulèvent des questions. Elles ne répondent pas à la question fondamentale. La communauté scientifique a réagi avec la prudence qui s'impose. Plusieurs généticiens ayant examiné les résultats de l'analyse ADN ont reconnu leur caractère inhabituel. Mais ont fait valoir que la taille de l'échantillon était trop limitée et les risques de contamination trop importants pour permettre de tirer des conclusions définitives. Ils ont plaidé pour une réplication indépendante des échantillons plus importants et des contrôles plus rigoureux. Des demandes raisonnables et celles que Schwartz a formellement approuvées. Les sceptiques ont noté à juste titre que les résultats anormaux obtenus à partir d'échantillons génétiques anciens sont fréquents et généralement attribués à une contamination ou à une dégradation, plutôt qu'à de véritables signaux biologiques. Sans vérification indépendante, les résultats des tests ADN doivent être considérés comme préliminaires. Mais personne, ni les sceptiques, ni les médias religieux, ni les généticiens, ne pourraient expliquer à eux seuls le profil complet des caractéristiques observées. Le mécanisme de formation de l'image reste inconnu après des décennies de recherches menées par certains des meilleurs scientifiques du monde. L'encodage spatial tridimensionnel n'a aucun parallèle dans aucun médium artistique connu, quelle que soit la culture ou l'époque. L'ADN ajoute une dimension biologique étrange à des phénomènes physiques et chimiques déjà inexpliqués. Un historien a d'ailleurs fait remarquer que le suaire a fait l'objet d'études scientifiques plus approfondies que presque aucun autre artefact archéologique de l'histoire. Malgré toutes ces recherches, les chercheurs ne peuvent toujours pas affirmer avec certitude de quoi il s'agit quand cela a été fait, ni comment l'image s'est formée. Ce fait, a fait remarquer l'historien, est remarquable en soi. Schwartz a exposé les axes de recherche qu'il juge nécessaires pour la suite. De nouvelles datations au radiocarbone, effectuées à partir de plusieurs prélèvements réalisés à différents endroits de l'intérieur intact du tissu, doivent être réalisées à l'aide de plusieurs méthodes de datation indépendantes afin de valider les résultats. Extraction d'ADN frais à partir de zones tachées de sang avec des contrôles de contamination rigoureux permettant de lever les incertitudes d'interprétation. Tentatives systématiques de reproduction des caractéristiques de formation d'image par tous les mécanismes proposés, laser rayonnement produits chimiques thermiques, afin de déterminer lesquels, le cas échéant, peuvent produire des résultats concordants. Une analyse chimique complète utilisant des techniques qui n'existaient tout simplement pas en 1978 est nécessaire. Les obstacles sont bien réels. Les conservateurs de Turin contrôlent l'accès aux objets. Le financement de la recherche sur les artefacts faisant l'objet de controverses religieuses est structurellement difficile à obtenir. Les barrières institutionnelles ont retardé la recherche de réponses qui auraient pu être obtenues il y a des décennies. Mais Schwartz, âgé de 78 ans, ne s'intéresse pas particulièrement à ces barrières. Ce qui l'intéresse, ce sont les preuves. Il ne s'est jamais intéressé qu'aux preuves. Il est photographe. Il se rendit à Turin en 1978 pour une mission de 5 jours. Cette mission devint l'œuvre marquante de sa vie, non pas parce qu'il y cherchait un sens, mais parce que les preuves s'imposaient à lui. Conclusion. Barry Schwartz a 78 ans. Il a consacré plus de temps à étudier ce tissu qu'à ne pas l'étudier. Il a commencé comme sceptique. Il reste à bien des égards un sceptique, un homme qui exige des preuves avant de tirer des conclusions, qui refuse de laisser la croyance se substituer aux données. Mais les données, après 46 ans, l'ont amené à une situation inattendue et dont il ne peut se défaire. Il y a quelque chose de véritablement extraordinaire dans ce tissu et la science n'a pas encore trouvé le moyen de l'expliquer. L'image existe, l'ADN existe, les questions existent. Et les réponses, si elles viennent un jour, exigeront une honnêteté telle qu'il faille suivre les preuves, même lorsqu'elles mènent à des situations dérangeantes. Si cela vous a interpellé, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin, parce que les questions qui méritent d'être posées ont rarement des réponses faciles.